tous et bienvenue sur But Manon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge que j'ai fait l'an dernier et qui a plutôt bien marché pour moi, donc j'ai décidé de le réitérer en 2020. Il s'agit du challenge Dégomme ta palle. L'an dernier, j'avais choisi 25 bouquins. En fait, les 25 bouquins qui faisaient partie de ma palle en janvier, j'avais pris la décision que 2019, ce serait leur année. Et bien, je m'en suis plutôt pas mal sortie car sur ces 25 bouquins, j'en ai lu 15. J'ai eu quelques abandons, voilà, je vous mettrai les petites vignettes un peu partout autour de moi des livres que j'ai abandonnés et que du coup j'ai donné ou revendu ou mis dans une boîte à lire. Et il y en a 2-3 que je n'ai pas encore lu mais que je compte garder pour cette année et qui passeront même en priorité. J'ai actuellement 29 livres dans ma palle. On va faire comme l'an dernier, hyper rapidement, je vous les présente de manière hyper succincte, c'est-à-dire à peine une phrase pour un bouquin. On commence dès maintenant avec le premier qui est Mémoire à bout portant de François-Michel Dupont. Voilà, donc c'est mon frère qui m'a offert ça cet été. C'est un policier, si ma mémoire est bonne, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Normandie et il y a un duo d'inspecteurs, de flics qui vont essayer d'aller chercher parmi des gens qui ont des profils très spécifiques, ceux qui commettent des crimes actuellement en Normandie. Mon frère me l'a offert parce que l'auteur c'est un CPE comme moi et il m'a dit ça va faire écho à plein de choses de ton travail. Donc j'espère que pas trop, que je vais pas avoir trop de crimes dans mon travail bientôt, mais voilà, ça m'intrigue du coup. Et donc c'est aux éditions Viste en Boire, voilà, donc je ne connais pas du tout. Le livre a un format assez marrant et par contre j'aime beaucoup la couverture qui est très suggestive. Je vous en ai déjà parlé du coup dans ma vidéo des classiques, mais Des souris et des hommes de John Steinbeck, voilà, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que c'est un méga classique et qu'il faut le lire et que c'est bouleversant et que j'ai trop hâte de vous dire ce que moi j'en pense. Flipper, ça c'est un des livres préférés de mon père, c'est pour ça que je le laisse, c'est le sien, vous voyez, il a bien vécu à travers le temps. Ça raconte l'histoire d'une rockstar, alors elle est adulée par des millions de personnes, c'est vraiment la méga star du rock. Mais personne ne sait qui c'est, et du coup il va y avoir des sortes de groupies ou un groupe de fans, je sais pas trop, qui vont essayer de trouver qui est cette star du rock. Tout ce que j'aimais de Siri Hustvedt, je suppose, aux éditions Babel, ça c'est un cadeau. Si j'ai bien compris, ça raconte l'histoire de deux couples d'artistes qui sont hyper proches les uns des autres et ils vont faire toute leur vie ensemble. Voilà, ils vont faire leurs études ensemble, vivre leur jeunesse ensemble. Le jour où ils vont s'installer pour, je suppose, créer une vie, fonder une famille, ils vont vivre dans la même rue, mais ils ne vont pas être prêts à ce qui va se passer dans leur vie. Ça change complètement du genre littéraire que j'ai à lire d'habitude. Donc c'est ça aussi qui m'intrigue un peu, c'est de sortir de ma zone de confort. Bon, on le présente plus, hein, on est en plein Cold Winter Challenge, donc en soi je pourrais encore lire Conte de Noël de Dickens, sauf que Noël est passé et que, encore une fois, je ne l'ai pas lu. Et voilà, je dis encore une fois parce que c'est le deuxième Noël de suite où il passe. Et donc là, une fois Noël passé, je suis plus trop dans l'ambiance de Noël quoi. Donc je le garde pour l'an prochain, lui ça va être pour fin 2020. Et cette fois je crois que ce sera l'année fatidique, hein. Soit je le lis, soit je le donne. Mais 2020 sera la bonne année pour Charles Dickens. Bon alors celui-là c'est pareil, je sais qu'il va être énorme. Je le sais, j'ai déjà essayé de le lire 2 fois. Les 2 fois c'était en voyage et en fait le format est pas bon pour le voyage parce que il y a un marque-page avec qui nous aide à suivre les indications, de savoir qui le personnage parle. Rien qu'en vous disant ça, je sais que ceux qui l'ont lu savent à quel livre je fais écho. Il s'agit de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Ah oui, mais en plus les pages sont écrites à l'envers. Non, parce que c'est tout un concept. En fait, c'est raconté par une douzaine de personnages différents. Du coup, vous avez un marque-page avec un symbole devant chaque personnage pour que chaque paragraphe commence par le dit symbole et que vous sachiez dans l'esprit de qui on est. La Horde du Contrevent, ça raconte l'histoire d'une horde, donc d'un groupe de personnes où leur but c'est d'aller face aux tempêtes de vent dans une sorte d'univers dystopique complètement désertique. Du coup, ils ont chacun des capacités pour pouvoir lutter contre ce vent. Qu'est-ce qui fait que je le lis pas? C'est qu'en fait, il y a tellement de personnages qu'à chaque fois je dois me référer à ce marque-page et que quand on est en voyage, le marque-page j'avais tellement peur de le perdre. Cette fois, je vais le lire à la maison, bien au calme, et je vais pas me mettre dans des conditions qui font que je vais encore devoir l'arrêter parce que je l'ai vraiment arrêté à contre-cœur. Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer, celui-là ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, il est sorti en poche donc j'ai sauté sur l'occasion. On va suivre la femme de Goebbels, je crois, ouais, Magda Goebbels, lors des derniers jours du Troisième Reich. Donc vous savez, Magda Goebbels, elle a fini sa vie dans le bunker avec Adolf Hitler, ses enfants, et elle va tuer tous ses enfants, enfin leur donner du poison quoi, avant qu'ils soient découverts par les Russes. Et parallèlement à ça, on suit l'histoire d'une petite fille qui elle est déportée dans un camp de concentration. Donc en fait l'idée c'est d'avoir 2 histoires parallèles de 2 femmes différentes à une même époque. On reste dans la thématique fin de Seconde Guerre mondiale, après Seconde Guerre mondiale, donc un truc bien joyeux. Celui-ci il était déjà l'an dernier et pareil je l'ai repoussé. J'ai pas vraiment de raison, c'était peut-être juste que c'était pas le moment de le lire. Il s'agit de la disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guèze aux éditions du Livre de Poche comme le précédent. C'est l'histoire de chasseurs de nazis en fait et de toute la quête qu'ils vont faire pour retrouver Joseph Mengele. Joseph Mengele, c'était l'horrible médecin du camp d'Auschwitz. Ça va nous raconter sa cavale aux 4 coins du monde et comment
On va essayer de le choper. Je pensais que mon père était Dieu de Paul Auster au livre de poche. Alors ça déjà c'est ma copine du lycée Moka que j'ai pas vue depuis des années et qui quand j'ai lancé ma chaîne je lui avais dit t'as pas un bouquin à me recommander, elle m'avait conseillé celui-ci direct. Donc pas de soucis, j'ai tout de suite voulu le prendre mais figurez-vous qu'il était introuvable. Et au final je l'ai trouvé sur Recyclive donc chapeau je me suis jetée dessus. En fait je pensais que mon père était Dieu, c'est un recueil de 180 petites histoires vraies que Paul Auster, il a présenté et entendu sur les ondes quand il était présentateur radio. Je sais pas trop quoi attendre, à part que Moka m'a dit que c'était bouleversant. Celui-ci aussi, ça va être très rapide. Je l'avais déjà l'an dernier, je l'avais dans mes 12 classiques à lire, je le garde parce que je continue de vouloir le lire et ça fait plus de 10 ans que je le trimballe, donc je vous jure, j'y crois. Il s'agit de Geisha d'Arthur Golden. Geisha, on va apprendre toute la formation et le quotidien des geishas, vous savez, ces femmes, j'ose plus dire femmes de joie parce qu'on m'a dit dans un commentaire que c'était pas ça du tout des geishas, mais on va dire ces femmes, ces hôtesses un peu qui étaient là pour tenir compagnie aux japonais très fortunés. C'est mieux comme ça comme définition. Puis là il faut vraiment que je l'attaque et puis regardez-moi la gueule de ce bouquin quoi. Ça fait 10 ans que je le trimballe, c'est bon, il est temps que maintenant il prenne sa petite place dans une bibliothèque et qu'il ne bouge plus jusqu'à ce qu'on le rouvre. Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, j'ai jamais lu de Sagan, c'est le classique de Sagan par lequel j'ai envie de commencer. 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Je ne sais toujours pas faire l'accent espagnol en 2020. 100 ans de solitude, pareil, c'est dans les classiques que j'ai envie de lire cette année. J'essaie un peu de me bousculer et de sortir de mes habitudes, même dans les classiques, parce que je vais toujours vers des classiques que je connais ou qui vont pas être de genre qui vont trop me bouleverser. Là je me suis dit allez ça va changer un petit peu, j'ai jamais lu de littérature colombienne donc c'est pour ça que je le lis. L'histoire je sais pas trop de quoi ça va parler en toute sincérité, c'est l'histoire d'un village je crois qu'on va voir de génération en génération et voilà j'ai hâte de le lire et puis si c'est pas ça du tout bah je reviendrai sur mes paroles mais en tout cas ça m'intrigue, cet auteur m'intrigue. C'est en hiver que les jours rallendent de Joseph Bialo aux éditions du Point et bien pareil on va... On retourne dans l'époque de la Seconde Guerre mondiale, vous allez vraiment dire que je fais une fixette, mais oui, c'est le cas, je fais une grosse fixette sur cette époque. C'est sur un déporté au camp, enfin Joseph Bialo en fait il a été déporté au camp d'Auschwitz en 1944 et du coup il revient sur son vécu. J'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai envie d'en relire et je pense que j'en lirai toute ma vie. Les 12 tribus d'Ati, Diana, Matisse, pareil, on est toujours dans le Cold Winter Challenge donc peut-être que je vais m'y mettre. Les 12 tribus d'Ati, ça raconte l'histoire d'Ati, si je dis pas de bêtises, voilà. Ouais, Ati, Philadelphie 1923, en Géorgie. Qui va construire une petite famille avec 12 enfants qui eux-mêmes vont avoir des enfants et ça va être autour de toutes les relations entre ces différents membres de cette famille. Moi j'adore ce que les éditions Gallmeister font comme couverture, c'est magnifique. Il y a plein de livres à eux que j'ai envie d'acheter juste parce que la couverture m'attire et m'envoûte dans la librairie, donc je suis très contente de découvrir le travail de cette maison d'édition au travers de ce livre-là. Le Chardonneret de Donna Tartt, là aussi on tape dans du classique dont on entend beaucoup parler, et en fait moi je l'ai acheté parce qu'une collègue m'en a parlé en tout début d'année et que ça m'a vachement intriguée. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui est en possession d'une peinture, qui est en fait un chef-d'œuvre, et qu'on se demande tous mais comment ça se fait que ce gamin est en possession de cette peinture si belle et si rare. Et ce mystère va continuer de le perturber même après dans sa vie d'adulte, voilà, il va vivre un peu partout dans le monde, il va lui arriver plein de choses, en fait c'est un récit de vie. Et Donna Tartt, pareil, dans le genre non dont tu entends parler depuis que tu t'intéresses un peu à la littérature et que tu n'as jamais lu, voilà, donc c'est facile, cette année 2020 je saurai ce que fait Donna Tartt. C'est un gros bouquin quand même 1099 pages. Et on continue dans les gros bouquins avec le dernier tome de la saga du siècle aux portes de l'éternité de Ken Follett. Ken Follett on ne le présente plus, la saga du siècle, je vous en ai déjà parlé 2 fois parce que j'ai lu les 2 premiers tomes durant l'année 2019 et que j'ai été conquise. On suit l'histoire d'une famille au travers de 5 familles qui vivent aux 4 coins du monde au travers de 3 événements majeurs du 21e siècle qui sont la première, la seconde guerre mondiale et là c'est la guerre du Vietnam. Ouais, la guerre froide on va dire en général, spécifiquement le Vietnam. À chaque fois on voit la vie des générations qui se suivent, donc dans le premier on suivait des personnages, dans la deuxième on a vu l'évolution de leurs enfants, et je suppose que là on arrive aux petits-enfants. C'est d'une richesse historique ces bouquins. On s'attend pas en lisant une fiction à apprendre autant de choses sur des conflits mondiaux, moi en général, c'est pas dans les fictions que je m'attends à découvrir de nouvelles choses, et pourtant avec Ken Follett, oui. Donc c'est vraiment un auteur, je comprends mieux son succès, et du coup j'ai envie de lire tous les autres bouquins qu'il a fait. Mais d'abord il faut que je finisse cette saga, et celui-là il fait 1264 pages. Si je le lis, ce sera le plus gros livre que j'aurai jamais lu de ma vie. Donc il va falloir que je me lance, ne serait-ce que pour réaliser ce petit record personnel. Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, ça c'est une réécriture du mythe de Faust. Ce livre il a été écrit en pleine dictature communiste, Bulgakov il était pas reconnu mais
Disons qu'il était un fervent opposant au régime. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir son point de vue à lui. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai aussi, et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti, parce qu'en plus c'est un petit bouquin ça. Ça je le lis très rapidement. C'est Richie de Raphaël Baquet aux éditions Grasset. Il a bien vécu parce qu'avant il était à Montpapou, et en fait ça raconte l'histoire... Ah, c'est Richard Descoings. En fait, Richard Descoings, c'est quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que mon père me parle de ce bouquin. C'était un professeur à Sciences Po Paris et qui était surnommé Richie par ses élèves et son entourage, et qui en fait était un homme, on va dire que toute la vie, the place to be où il fallait être quand tu étais à Paris à l'époque, c'était chez lui. Voilà, il avait des amis et de l'influence dans tous les cercles. Quand il est mort, ça a bouleversé des générations d'élèves qui l'ont eu à Sciences Po et des générations de personnes. Et il y a des centaines d'élèves et de gens qui sont venus se rassembler devant Sciences Po avec une bougie à la main. Ça m'intrigue parce que mon père m'a dit « Mais c'est ouf la vie qu'avait cet homme, il faut trop que tu lises cette histoire ». Et bah je vais m'y mettre cette année. Le cas Malocène de Daniel Pénac. Bon, la saga des Malocènes de Pénac fait partie de mes sagas préférées. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des Malocènes. Et là, quand j'ai vu qu'il y en avait un autre qui était sorti, bah je me suis ruée dessus. Voilà, le cas Malocène, tape 1, ils m'ont menti. Malocène, juste pour vous remettre dans l'idée, cette saga, c'est l'histoire d'une famille très très atypique. Benjamin Malocène, c'est l'aîné d'une famille où la maman, elle a eu des enfants qu'avec des hommes différents. Et à chaque fois, les hommes ne sont soit pas au courant, soit n'assument pas leur bébé. Donc en fait, Benjamin, l'aîné, se retrouve un peu à devoir chapeauter toute cette famille très variée avec des âges très différents. Ils vivent à Belleville et ils ont plein de potes, tous aussi excentriques les uns que les autres, que ce soit dans le milieu de la police, de la racaille de Belleville. Enfin, c'est génial, c'est indescriptible l'histoire des Malocènes, c'est trop drôle et c'est beau, et Daniel Pénac quoi, enfin voilà. J'aime beaucoup cet argument, Daniel Pénac, enfin voilà, tu vois, pour les gens qui n'ont jamais lu Daniel Pénac, ils vont être là oui, et alors. Son travail en fait c'est d'être le souffre-douleur d'un grand magasin, c'est-à-dire que dès qu'il y a un client qui vient et qui se plaint de quelque chose, on convoque Malocène, et il s'en prend plein la tronche et il est là, oh non mais mon dieu, mais mince, mais comment je vais faire, machin, et en fait il est tellement mal que bah, les clients font non mais c'est bon, enfin, vous en faites pas, ça va aller. Ça commence comme ça l'histoire, et ça va... Enfin, il va y avoir plein d'intrigues et plein de choses qui vont se passer durant ces 5 bouquins, et là je suis trop contente qu'il y en ait un nouveau, et du coup j'ai hâte de retrouver cette famille qui m'a manqué, hein, que ça fait 6 ans que je n'ai pas lu et que j'aime beaucoup d'amour. Voilà, maintenant dès que je vais dans Belleville, je pense à eux. Bon, celui-là, je pense qu'il va être englouti très très vite. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, et là on est aux éditions ActuSF. Voilà, je l'ai reçu en presse. Et ça me fait énormément plaisir parce qu'il me tentait trop, et en fait au salon de Montreuil j'ai discuté avec une nana du stand, et Camille, voilà, bonjour à toi et merci encore pour cet envoi si jamais tu passes par là, et du coup j'ai trop hâte de le lire. C'est un livre qui m'intriguait depuis hyper longtemps, en plus j'en entendais beaucoup parler, et puis vous avez vu la beauté de l'édition quoi, cette imitation vieux livre relié en cuir et tout, et ça me tente trop. Donc Lord Lady de Nantes, la ville de Marseille va s'opposer à Henri IV. Et du coup il va y avoir toute une sorte de conflit entre ces deux villes très importantes du royaume de France. Puis là je pense que je vais très très vite le lire, et j'en attends beaucoup. J'espère ne pas en attendre trop, mais j'ai eu tellement de retours de ouf sur ce bouquin que je m'attends à être subjuguée, bouleversée, sous le charme. J'ai reçu Lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé. Mathieu Guibé, rappelez-vous, vous avez beaucoup entendu parler de lui l'an dernier parce qu'il a écrit avec Nin Gorman, donc de la chaîne Les Lectures de Nin, Hush Falling for the Sky, que je n'ai toujours pas lu. Là c'est un projet solo où ça nous raconte l'histoire de Lord Josiah Scarswillow. Je lis parce que je ne retiens pas du tout son nom. Lord Josiah Scarswillow, qui est un vampire et qui mène sa petite vie de vampire. Mais un jour il va tomber amoureux. Enfin, je suppose, c'est ce que sous-entend en tout cas la 4e de couverture. Il va se passer quelque chose avec cette amoureuse. Je sais pas si elle va mourir, ou si elle va disparaître, ou si bref, il va se passer un truc. Ça va déclencher une rage vampirique, et du coup il va aller se venger de plein de gens et juste retourner le monde entier, parce que quand un vampire est vénère, vous avez intérêt à vous planquer. Donc merci beaucoup Naos. Bon, on est à fond dans la collection Naos des éditions Nenos, parce que là je vais vous parler de L'âme vive de Ariel Holz. Donc voilà, Ariel Holz, je l'ai rencontré au salon de Montreuil, et du coup il m'a fait une jolie petite dédicace dedans, donc je suis trop contente. Voilà, je suis jury du PLIB cette année. L'âme vive fait partie des vins sélectionnés, et donc je me suis dit, allez, d'une pierre deux coups, je vais aller découvrir la plume d'Ariel Holz, et en même temps un des bouquins que je dois lire en tant que juré. L'âme vive, c'est un récit d'aventure, un peu dystopique sur les bords. Enfin, l'univers, moi je le vois comme une dystopie, je me trompe peut-être. Ou, si j'ai bien compris, les esclaves d'un monde sont devenus ensuite les maîtres, et du coup ils veulent fighter les anciens maîtres. Et on nous dit que ça parle de la liberté et de la lutte pour les idéaux, donc forcément des choses qui nous tiennent à cœur, nous grands lecteurs,
de saga et du coup j'ai hâte de m'y jeter. Et du coup, vu que je voulais découvrir Ariel Holt, avec les éditions Nemos, on s'est parlé, on a papoté par mail, et qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Les Sœurs Carmine, et donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment trop envie de lire ce livre et du coup c'est pareil, je vais me jeter dessus très rapidement, je n'ai aucune crainte. Les Sœurs Carmine racontent l'histoire d'une famille de sorcières qui vivent dans une cité sinistre qui s'appelle Grisaille, une cité où tout le monde s'entretue pendant que 8 familles, je crois, enfin 8 familles différentes de créatures fantastiques se battent pour avoir le trône. Apparemment c'est très drôle, très bien écrit et l'histoire est passionnante parce que tous les gens qui ont lu les Sœurs Carmine m'ont dit que c'était génial. Donc je vais enfin pouvoir découvrir cette saga, donc merci encore aux éditions Nemos et à la collection Naos. Je suis trop contente d'avoir reçu ces bouquins. On est toujours dans la thématique Salon du livre de Montreuil parce que j'ai fait quand même quelques folies et j'étais donc au stand de la collection Naos de ActuSF et ils étaient avec les éditions du Chat Noir et j'en ai profité pour rencontrer Céline Chevet et ainsi me procurer La fille qui tressait les nuages, qui est l'autre bouquin, qui est le gagnant du PLIB 2019 cette fois, et qui est un livre où si je regarde la couverture, mais jamais je serais allée vers ce bouquin. C'est un côté très girly, que ce soit le titre ou voilà, ces couleurs pastel, rose et bleu. On se doute qu'il y a une petite influence japonaise et quand on lit le quatrième de couverture, on se dit qu'on avait raison car ça se passe au Japon. Voilà, en fait ça va être plusieurs destins de personnages qui sont tous dans des périodes un peu difficiles de leur vie et ils vont les uns et les autres se rencontrer et ça va être hyper surprenant et du coup j'ai trop envie de le lire parce que quand on me dit La fille qui tressait les nuages avec une couverture rose, je m'attends pas du tout à un truc aussi palpitant, donc j'ai trop hâte de le lire et en plus j'ai rencontré Céline Chevet qui en plus de m'avoir fait une dédicace juste splendide et hyper gentille et agréable et c'est hyper sympa de parler avec elle. Tu la connais l'histoire de la booktubeuse qui a fini sa vidéo et qui s'est rendu compte à la fin que ça avait arrêté de tourner? Bon, heureusement pour moi, ça a coupé quand j'en étais à la fin. Donc je vais revenir sur mes derniers bouquins que j'avais à vous présenter. Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Manon Fargeton aussi, je l'ai rencontrée au Salon du Livre de Montreuil et c'était trop cool parce qu'elle était comme je l'imaginais, c'est-à-dire hyper avenante, hyper rigolote, hyper créative. J'avais l'impression que j'allais voir une copine, quoi, donc c'était super chouette. J'ai pris Nos vies en l'air parce que ça traite d'un sujet très difficile qui n'est autre que le suicide et notamment le suicide des adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire raconte l'histoire de Mina. C'est ça, hein, Mina et Océan qui vont se rencontrer dans un lieu hyper atypique parce qu'en fait ils vont tous les deux se rencontrer au sommet d'un immeuble parce que les deux avaient pris la décision ce soir-là de sauter et d'en finir avec la vie. Et je trouve que c'est très important de parler de la notion de suicide chez les adolescents car c'est un âge où on est vraiment très impacté par les émotions. On est une boule de nerfs, d'émotions, de peine, de joie, d'amour, tout est vécu à 800% et ça peut des fois amener des situations dramatiques si c'est enfoui ou si ça n'est pas si les jeunes ne reçoivent pas l'aide qu'il faut. Et là ça m'intéresse de voir deux adolescents qui, je ne sais pas pourquoi, ont décidé l'un comme l'autre que malgré leur jeune âge, il était temps d'en finir. Bon, celui-ci, en fait, je l'ai depuis longtemps. J'ai dû l'acheter début 2019. Mais j'ose pas le lire parce que c'est Marcus Tuzak, et Marcus Tuzak, pour ceux et celles qui le savent, c'est l'auteur de La voleuse de livres qui est pour moi l'un des plus beaux livres du monde et il n'avait rien écrit depuis. Et Le Pont d'Argile est sorti très discrètement l'an dernier et j'ose pas le lire parce que j'en ai pas entendu parler du tout, donc je suis en mode attendez, il y a un Marcus Tuzak qui vient de sortir là les gars, réagissez. Du coup j'ai trop peur d'être déçue, donc je n'arrête pas de le repousser, mais voilà, il va falloir que j'arrête et que j'affronte ma crainte, parce que ça se trouve c'est une superbe histoire et que je repousse juste un méga plaisir littéraire. Que raconte Le Pont d'Argile? C'est l'histoire d'une drôle de famille, ils sont 5 garçons, 5 frères, il n'y a pas de parents. Comme il n'y a pas de parents, il n'y a pas de règles de vie commune, pas de règles en société, pas de règles du tout. Et du coup ces 5 garçons vont se construire tout seuls, au milieu de plein d'animaux. Sauf qu'un jour, le papa disparu, le papa qui ne savent pas qui c'est, revient, regarde ses fils, s'adresse à ses 5 fils et leur dit voilà les garçons, et lequel d'entre vous voudra bien construire un pont avec moi? T'imagines quand t'es un gamin, là t'as pas vu ton père depuis toujours et là il a un pont. Je n'en sais pas plus, je suppose que ça va être un bouquin qui va surtout parler des liens familiaux, que ce soit des liens fraternels, des liens parents-enfants, et c'est ça qui me plaît beaucoup parce que ça risque d'être rempli d'émotions et que Marcus Tuzak sait manier l'émotion comme personne. Oui, elle est dans le Call Winter Challenge, oui j'ai encore un mois pour le lire, oui je sens que cette année encore je vais pas oser parce que Stephen King il a dit que ça allait glacer mes os et mon cœur et mon sang. Parce que ce livre, Snowblind, raconte, c'est un thriller, voilà, moi je n'en lis jamais. Ça raconte l'histoire d'une énorme tempête qui va tuer une douzaine de personnes dans un village. Et des années plus tard, les morts reviennent
Sous quelle forme, on ne sait pas. Des fantômes, des zombies, des morts vivants, des esprits frappeurs, aucune idée, en tout cas ils reviennent et du coup ça terrorise l'ensemble du village. Donnez-moi des arguments pour y aller, autre que tu vas découvrir un genre que tu connais pas. Allez-y, soyez créatifs, c'est vous qui allez me persuader. Et enfin, je me suis procuré, il y a quelques mois, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. qui est une réécriture de La Belle et la Bête dont on entend parler depuis 1 an et demi, qu'on voit partout quand même. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui chasse et qui va se faire kidnapper par des failles. C'est quoi des failles? Aucune idée. Par contre, voilà, elle va être enfermée dans un château magnifique, avec un geôlier hyper sympa. Par contre, pourquoi tous les gens du château ils ont des masques sur le visage? Voilà, moi c'est ça qui m'intrigue, c'est que je pense que la réécriture va être très maligne et en plus ça fait 4 tomes, donc j'ai bien hâte de voir tout ce qu'on peut raconter sur La Belle et la Bête en 4 tomes. Donc voilà, c'est aux éditions La Martinière, ça a eu un succès retentissant. Donc oui, moi aussi je me suis fait avoir par vous là, vous tous qui avez des comptes YouTube, des chaînes Instagram, vous tous qui me dites dans les commentaires mais lis-le, c'est ma meilleure lecture de l'année. Et bah voilà, vous m'avez eu, vous m'avez totalement influencé, je suis totalement influençable, je l'ai acheté. Et le dernier, c'est tout simplement un recueil de contes aux éditions courtes et longues. J'adore le nom de cette maison d'édition. Ce sont les contes d'Andersen, donc ça c'est juste que j'ai envie de les lire. En plus ils sont illustrés. Et voilà, donc j'aimerais savoir, les éditions courtes et longues, si vous allez aussi sortir les contes de Grimm, je sais pas, les contes des Mille et une nuits, tout ça. Parce que si vous le faites, mettez-moi un petit commentaire, parce que je vous les achèterai tous, parce que je trouve votre livre magnifique, et que c'est tellement de plus en plus difficile de trouver des beaux recueils de contes, que je serais très heureuse voilà, d'échanger ces beaux livres contre quelques galions. Et voilà, vous avez mon programme pour mon année 2020, donc vous voyez c'est quand même pas mal varié encore, il y a de tout. Je me connais, hein, je suis pas dupe, même si là, à vous les présenter, j'ai tous envie de les lire. Je sais qu'entre temps, je vais racheter d'autres livres, parce que c'est un peu compulsif chez moi, que voilà, comme je pioche mes livres en fonction de mes humeurs ou de mes envies du moment, j'ai aucune idée de l'ordre dans lequel je vais les lire. Je suis assez contente parce que ma palle ne dépasse jamais trop les 30 exemplaires en général. Je sais pas comment font les personnes, si c'est votre cas, je ne vous juge pas du tout, mais je suis toujours étonnée. Comment faites-vous pour avoir 100, 150, 200 bouquins en attente sans avoir envie de vous prendre une année sabbatique et de vous enfermer dans une pièce et de tout dévorer et de ressortir qu'une fois que ce sera fait? Parce que déjà moi avec 30 j'ai du mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous vos lectures prévues de l'année, les petits challenges que vous vous faites. S'il y a des bouquins que vous avez lus et que vous aimez, on est de plus en plus par ici, ça me fait chaud au cœur, donc merci de continuer à partager cette page, à mettre des pouces en l'air, à commenter, ça fait super plaisir d'échanger avec plein d'autres gens, de lecture, voilà. Je suis trop contente de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui relisent et qu'on voit plein de gens qui lisent dans le métro au lieu de jouer à Candy Crush. Donc continuez de lire, continuons d'en parler et ce sera une super année. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures, à bientôt sur la chaîne, ciao ciao.